Si je vous dis la carte au trésor ou même Faut pas rêver, vous pensez bien sûr à Sylvain Augier. Sylvain Augier qui est au Festival de la biographie à Nîmes pour nous présenter son livre L'instant où tout a basculé aux éditions Carnet Nord. Sylvain, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Un livre qui retrace énormément d'événements dans votre vie, notamment l'un des plus terribles, et c'est dans ce bouquin l'histoire d'un accident de parapente où vous échappez miraculeusement à la mort. C'est le titre du livre. Voilà. On sait par tous les médias, avant de passer ici, que vous êtes très vite accro à la morphine de synthèse, pour essayer de calmer ces horribles douleurs. Comme beaucoup de malades qui rentrent à l'hôpital après un accident. Hein. Exactement. C'est pas le seul, hein, il y en a beaucoup. Donc, anesthésie sur anesthésie, opération sur opération, et puis le moral en baisse, Oui, bien entendu. normal. Mais par contre, ce livre, au départ, vous ne vouliez pas l'écrire. Alors, qui vous a fait changer d'avis et pourquoi vous ne vouliez pas l'écrire ? Écoutez, je ne trouvais pas beaucoup d'intérêt à raconter ma vie et à me dévoiler parce que je m'étais battu tout seul pour m'en sortir, disons. Et puis un monsieur que j'aime beaucoup, avec lequel je fabrique des DVD, m'a dit « Sylvain, vous avez une façon de rebondir dans la vie dont vous devriez témoigner pour aider les autres. » Parce que c'est presque anormal d'arriver à se relever aussi vite et à rebondir, en fait. C'est le terme du rebond. Et c'est lui qui m'a convaincu de le faire, ce livre. Alors je l'ai écrit, j'ai mis beaucoup de temps à le corriger pour qu'il soit le plus sobre, le plus facile à lire et surtout le plus utile aux autres. Voilà. Vous aviez peur des critiques de la presse à scandale sur le coming out ? Écoutez, peur, c'est un grand mot. J'ai affronté tellement de dangers que peur est bien trop fort comme terme. Mais je savais que la presse à scandale allait accrocher sur le thème de la drogue, de la dépression, l'animateur dans la lumière qui montre à quel point il est fragile dans l'ombre. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 15 jours, 3 semaines, et c'est pas ça qu'on retiendra de ce livre, je crois pas. Ce que je retiens, c'est que énormément de gens, suite au succès du livre, inattendu d'ailleurs, je dois dire, sont venus me remercier de ce coup de pouce, de ces encouragements que je donne à travers ce livre, qui est en fait non pas une leçon de vie, mais un exemple que je ne croyais pas possible, personnellement, à titre personnel, de rebond dans la vie. On peut se relever de n'importe quel accident et peut-être même que chaque épreuve qui nous arrive est une chance. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Si on est convaincu de ça, je pense que la lumière qui est au bout du tunnel et qu'il ne faut jamais perdre de vue fait qu'on se relève et qu'on devient chaque fois encore plus fort, encore plus grand et surtout qu'on se met à faire attention aux autres, ce qui est quand même l'essentiel. Pour vous redonner du poil de la bête, vous pensez souvent à votre grand-mère. J'avais une grand-mère qui était assez extraordinaire parce que d'abord elle a enfanté de 14 enfants, 12 filles et 2 garçons, il faut le faire. Oui, il faut le faire. Elle conduisait vite, elle fumait beaucoup, elle vivait sa vie, quoi. C'était vraiment une vie d'aventurière façon Alexandra David-Néel, quoi. Vous voyez, un tempérament très fort. Et puis, je me souviens très bien d'un accident de voiture qu'elle a eu quand elle a percuté un platane à 130 et qu'elle a malheureusement tué son passager. Elle s'en est sortie, mais elle a marché pendant 3 ou 4 kilomètres presque inconsciente avant qu'on la trouve. Et là, elle est tombée dans le coma pendant 6 mois. Elle devait avoir 70 ans à l'époque. Tout le monde l'a donnée pour perdue, finie. Et 6 mois après, elle a recommencé sa vie jusqu'à 90 ans avec la même énergie. Et je pense avoir la même énergie au fond de moi. C'est une énergie de vie familiale, mais qui est aussi une énergie que chaque être humain a en lui finalement. Nous avons des forces de vie à l'intérieur de nous qui sont extraordinaires. Seulement, on ne sait pas que nous les avons parce qu'il faut avoir besoin d'aller y puiser pour s'en servir. Si on n'en a pas besoin, on vit normalement, naturellement, de façon monotone. Or, ni elle, ni moi et d'autres personnes, bien sûr, n'avons eu d'existence monotone. Moi, je voulais une existence agitée, remplie, mouvementée. Je l'ai eue, mais j'ai payé les pots cassés aussi. Voilà. Oui, un jour, Pernou me dit avec toi, on va dans le mur. Donc, vous savez, ce sont des milieux où nous sommes sur des sièges éjectables. Hein. On le sait quand on s'y assied, on sait qu'on est des produits jetables et de plus en plus jetables, donc tout s'arrête d'un seul coup. Et ce n'est pas vrai que pour l'audiovisuel, c'est pareil, dès que vous ne rapportez plus assez dans une banque, dans une assurance ou dans n'importe quelle société où il y a une exigence de rendement, eh bien, on vous renvoie à vos chères études, comme on dit. Soyez rassurés, ici, il n'y a pas de chaise éjectable. Donc, vous apprenez que pour vous, Faut pas rêver, l'émission Faut pas rêver, ça se termine. Oui. Vous comptez quand même sur l'audimat de la carte au trésor. Et quelques temps après, malheureusement, à cause de cet accident de Corse, vous apprenez par la presse que vous ne présenterez plus. Même principe, voilà, au bout de 10 ans, on se dit, tiens, on va renouveler l'émission, donc on va renouveler la tête de l'émission, classique dans ce métier.
Et ben, ça m'a permis de découvrir que je pouvais lancer un autre projet que je n'osais pas lancer, qui était d'aller survoler toute l'Europe en hélicoptère, ce que personne n'avait jamais fait auparavant. Tout le monde me disait tu ne trouveras jamais le budget, c'est impossible, personne ne l'a fait avant toi. Et moi, j'étais un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. Et j'ai finalement réalisé un projet que je n'aurais jamais sans doute osé même imaginer. Je l'ai réalisé, ça veut dire qu'on a fait 35 000 km à 3 dans un hélicoptère, on a survolé les plus beaux sites de toute l'Europe. Et je pars du principe que quand une porte se ferme, elle nous fait découvrir beaucoup d'autres portes qui étaient prêtes à s'ouvrir, mais qu'on n'avait pas eu le temps ou pas osé regarder parce que la routine, les ronds-points de la vie, quand on arrive à un rond-point de la vie, qu'on se peut tourner en rond, ben, la routine prend le dessus. Alors que quand il y a un accident, quel qu'il soit, on prend sa voie. Oui, il faut prendre la voie qui fait le plus peur. Et une hirondelle sur le plateau de Télémiroir, il s'agit de Gaston Kellman pour les hirondelles du printemps africain, par l'auteur de Je suis noir et je n'aime pas le manioc, on se rappelle de ce livre, ceux qui l'ont lu, ceux qui se rappellent du titre. Avec ce nouvel ouvrage chez Jean-Claude Lattès, vous nous proposez d'aller à la rencontre de choses qui marchent en Afrique. Je dis parfois que les hirondelles, c'est le manioc version africaine. Autant je poussais un chant d'espoir en disant en France, mais écoutez, ça peut marcher très bien, il y a des choses qui peuvent avancer. Regardons-nous les yeux dans les yeux et avouons-nous ce qui ne marche pas. Autant sur les hirondelles, là je me tourne vers les États africains. Je commence ce livre en disant l'Afrique n'existe pas et c'est pour cela que je crois en elle. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, personne n'est capable de vous définir ce que c'est que l'Afrique. Il n'y a pas un organisme vraiment qui représente l'Afrique. L'Union africaine, elle est ce qu'elle est. Quand vous rencontrez un Marocain, il vous dit « Oh là là, j'étais en Afrique, c'est vraiment beau l'Afrique. » Ça veut dire « J'étais en Afrique noire. Ouais. » Donc aujourd'hui, il y a 3 pans d'Afrique, le Maghreb, l'Afrique noire et l'Afrique du Sud. On peut rencontrer de tout en Afrique aujourd'hui, des pays démocratiques, des pays sur la voie d'un certain développement et des pays dans la guerre et dans la misère. Et effectivement, aujourd'hui, vous voyez des États comme le Ghana, vous voyez le Botswana, vous voyez l'Afrique du Sud, où les choses essaient de se mettre en place parce que les gens, tout simplement, se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes obligations que la France, l'Angleterre et le Vietnam, qu'ils ne devaient pas pleurer sur leur passé de misère. On est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, que le passé s'était justement fait pour être dépassé, que ce soit un rétroviseur, d'accord, mais pas un miroir. Donc des nations africaines sont rentrées dans cette logique. Cette approche de la situation. Vous dites, aujourd'hui, les gens sont conscients qu'il faut tourner la page des colonies. Certes, ça a été difficile, ça a maintenu l'Afrique dans un état d'un certain sous-développement. Et on est à 50 ans maintenant, après la décolonisation. Et parmi l'élite africaine, on est toujours dans la culpabilité ou dans la culpabilisation de l'occidental, où on se dit que bon, mais on a aussi notre libre arbitre. Vous savez, la question fondamentale que je pose dans ce livre-là, elle est, je ne sais plus à quelle page, pour creuser un puits en Afrique aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie encore qu'on ait besoin d'une association française? Qu'est-ce qui justifie que pour creuser un puits en Afrique, on appelle à la générosité de l'association française, alors même que juste à côté du puits, on voit un palais des 1001 nuits qui a coûté des millions d'euros. Et pour aller à l'essentiel, qui est le puits, pour un village, une école, un dispensaire, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que pour ce qui est essentiel à la vie d'un être humain, nous continuons à appeler le bon Dieu, Allahu Akbar, ou bien Inch'Allah, ou si Dieu le veut, ou alors que nous appelions le blanc, parce que c'est lui qui doit prendre en charge ce qui est essentiel pour nous, alors que les voitures de 150 000 euros, mais c'est justement parce qu'il y a un fonds de commerce que tout le monde exploite. Le noir, justement, qui se repose sur le fait que nous avons souffert, c'est le blanc qui nous a fait souffrir, comme si c'était une actualité. Le blanc doit payer. Le blanc doit payer. Parce que, justement, il y a certains lâches, bêtes et méchants là, et qui se sont assis sur ce fonds de commerce-là, parce qu'ils ne veulent pas évoluer. Et le blanc, lui qui est venu dans une approche civilisatrice et messianique, il ne demande pas tant, il ne demande pas plus. Sinon, effectivement, la petite association aurait compris depuis, quand ils sont partis creuser le puits en Afrique, on a vu des voitures futuristes dessus. Mais pourquoi ces gens achètent des voitures futuristes, construisent des palais, ils ne peuvent pas creuser des puits? Ils auraient compris ça depuis, mais eux aussi sont fermés, ils ne peuvent pas voir ça. Ils sont contents de faire un puits. Ils sont contents, voilà, de faire leur messianisme. Et si bien qu'un puits qui devait coûter 500 euros, par exemple, parce qu'il va falloir faire 2 voyages, faire 2 autres voyages, faire de ceci, cela. Ça va coûter 10 000 euros. Voilà, 10 000 euros pour un puits de 500 euros. Alors qu'il aurait suffi que la personne qui appelle les gens pour creuser le puits, c'est l'élite. Hein. Ce n'est pas le villageois qui attend seulement à être éduqué.
Si vous venez dire aux villageois, on veut le puits, prenez 2 pelles et 2 pioches, on va creuser notre puits, le villageois applaudit. Mais c'est moi qui construis une Afrique misérabiliste pour mon seul intérêt. Pour mon seul intérêt. C'est moi qui vais dire aux Blancs, vous nous avez fait du mal, vous pouvez payer, et vous devez payer. Et c'est moi qui vais abrutir mon peuple, à qui je ne vais pas apprendre qu'il peut creuser son puits lui-même. Et c'est moi qui vais vous parler du néocolonialisme, du mal, de ceci, cela. Alors, quand c'est moi, c'est qui? Ce sont les présidents de Non, ces non, non, pays c'est l'élite africaine. C'est l'élite intellectuelle? Mais c'est l'élite intellectuelle, parce que ce n'est pas le politique qui construit un peuple, c'est l'intellectuel qui construit un peuple. Socrate, Jésus-Christ, et même Mandela, tout ça, ils ont eu des approches intellectuelles. Insuffler une pensée. Oui, ben, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, j'avais fait un dictionnaire du cinéma déjà dans le Gard, qui était une façon de découvrir le département par le biais du regard des cinéastes. Et cette fois, c'est un petit peu la même démarche qui a nourri effectivement ce livre, mais simplement, ce coup-ci, j'ai emboîté effectivement plutôt le pas des écrivains que le pas des cinéastes. Et l'idée, c'est d'avoir une espèce de tour d'horizon un petit peu du département, à travers effectivement des éclairages un petit peu différents, avec une façon de se promener des Cévennes à la mer, mais effectivement en épousant un petit peu le regard des écrivains. Donc il y a des écrivains des Cévennes, il y a des écrivains qui sont plutôt nîmois, il y a des écrivains un petit peu dans toutes les communes du département. Et l'idée aussi, ça a été de varier les types d'écriture. Nous avons des extraits de romans, des extraits de nouvelles, nous avons des correspondances, des poèmes. Et le principe de l'ouvrage, c'est que chaque auteur est introduit par une biographie qu'il inscrit dans le décor, dans le village, dans la commune dans laquelle il a vécu. Et ensuite, il y a un extrait donc, de son œuvre. On pourrait, puisque nous sommes à Nîmes et que tu viens de parler de poésie, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par Apollinaire ? Le séjour d'Apollinaire à Nîmes, c'est quelque chose de très important. Voilà, Apollinaire, donc, qui s'engage comme militaire donc, dans l'armée française et atterrit donc, ici, dans le régiment ici, et se met à découvrir Nîmes, découvre la tour Magne, qu'il décrit comme une tour sarrasine qui danse comme ça sur la colline. Et puis, évidemment, Nîmes, c'est le siège de ses amours avec Lou Salomé. Donc il y a ces nuits torrides, effectivement, à l'hôtel du Midi. Donc la place de Nîmes, bien qu'il n'y ait séjourné que quelques mois, finalement, ce sera une place tout près du cœur. Et plusieurs poèmes et plusieurs correspondances témoignent effectivement de ce séjour particulièrement passionné et passionnel. Je crois même qu'il a fait des calligrammes sur les monuments de Nîmes, la maison Carré notamment. Absolument, oui. Il a fait des calligrammes qui sont très appréciés, effectivement, des amateurs de poésie. Ça se passe en 1975, ça dure à peine 2 saisons, peut-être même pas tout à fait complètement 2 saisons. 18 mois exactement. 18 mois. Ouais. Et effectivement, ça va bouleverser le paysage audiovisuel à l'époque. Et il y a un homme qui est à l'origine de cette émission, c'est Jacques Martin. Ce livre, vous l'avez écrit aujourd'hui, aussi après le décès l'année dernière de Jacques Martin. Oui. C'est parce qu'il nous a quittés donc au mois de septembre maintenant 2007, c'est ça. Et j'ai été un des derniers à l'avoir vu quand il était là-bas à Biarritz. Et c'était un mois avant sa disparition. Et il parlait déjà presque plus. Il était très handicapé, très affaibli. Et puis j'étais venu avec quelques photos de la belle époque du Petit Rapporteur pour un peu lui changer les idées, parce que je savais qu'il n'avait pas le moral. Et puis, quand il a vu ces photos, effectivement, il a eu un petit sourire, et puis il m'a dit « Ah, c'était le bon temps ». Voilà, c'est les derniers mots qu'il ait dit, et je me suis dit que c'est vrai qu'on avait vécu une aventure formidable. Je m'apercevais tous les jours, en parlant avec les gens dans la rue, partout, que le Petit Rapporteur, ça restait gravé, comme vous le dites, dans les mémoires. Je me suis dit que c'était bien que ça se prolonge un peu, tout ça. Et puis, c'était une façon de rendre hommage à Jacques Martin, parce que le Petit Rapporteur, c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui l'a mené de main de maître pendant 18 mois, et je crois que, bon, il méritait cet hommage. Méritait cet hommage, et puis nous, ça nous fait plaisir d'aller derrière cette histoire-là. On se rappelle bien sûr du résultat à l'antenne, mais on se rappelle pas de tout. Moi, j'ai regardé. Comment ça s'est passé. Voilà, j'ai regardé toutes les émissions, bien sûr, avant de
d'écrire ce livre. Et j'ai beaucoup ri en les regardant à nouveau. Et j'ai essayé de rendre ça dans le livre, quoi, d'essayer de faire retrouver ces rires et ces sourires qu'on avait en regardant cette émission. Comment s'explique, je dirais, ce regain d'intérêt pour ce personnage qui, certes, a marqué les Français, mais pourquoi tout d'un coup, en 2008-2009, se remettons à parler comme cela de Jacques Mérine? D'abord, j'allais dire, Mérine n'a jamais quitté l'actualité judiciaire, parce qu'après qu'il ait été tué le 2 novembre 1979, sa famille, par mon intermédiaire, nous avons mené un combat contre l'interpellation dont il a été victime et qui a conduit à sa mort, que nous avons appelé assassinat. Et donc nous en avons eu pour 30 années de procédure qui ont comme ça émaillé la vie judiciaire d'année en année. Donc il est resté un peu dans la mémoire collective avec les épisodes qu'on connaît de lui et qui ont été revus à ces diverses occasions, jusqu'à ce que un producteur de film ait eu envie de tourner un film sur sa vie, et c'est comme ça que l'événement du film a généré de nouveau beaucoup de livres, d'ouvrages sur lui. Et personnellement, j'ai écrit ce livre un peu pour faire pendant au film, parce que le film c'était une espèce de rassemblement de faits un peu frontal, où on ne voyait qu'un Mérine violent. Et bon, Mérine avait un autre aspect de sa personnalité. Moi, j'en ai eu connaissance, puisque j'étais alors son avocat, j'étais une jeune avocate, et il m'a écrit de très jolies lettres, et des lettres, aussi des poésies de la prison, sur la souffrance de l'enfermement, sur la solitude, la dureté de la détention. Et c'est ce qui fait que j'ai jugé opportun, justement, au moment où on en parlait beaucoup, de donner une autre facette, quoi, du personnage. Alors on découvre, bien sûr, dans votre ouvrage, un Mérine totalement différent. C'est moi qu'on puisse dire, hein. Oui. Mais, doux, tendre. Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'il y avait donc deux Jacques Mérine, ou au contraire, est-ce que c'était une personne à plusieurs visages, à plusieurs facettes? Alors, je sais qu'il y avait un seul Jacques Mérine, mais à plusieurs facettes, c'est sûr. C'était quelqu'un qui était hors norme, hors du commun, extraordinaire, dans le sens où il n'était pas ordinaire, certainement donc très intelligent, qui pouvait être enthousiaste, passionnant, gai, séducteur. Et puis il y avait l'autre aspect du personnage, qui avait choisi la mauvaise voie, qui était le délinquant, et qui, dans sa délinquance, était dangereux. Est-ce qu'à la limite, Mérine aurait pu devenir autre chose que ce qu'il est devenu? C'est ma conviction. C'est ma conviction. Il a véritablement un talent d'écrivain. Il avait d'autres talents d'ailleurs. C'est lui qui avait fabriqué une maquette pour un salon d'architecture et une exposition universelle. Il avait beaucoup de talent au niveau de la création. Et s'il n'avait pas justement, au sortir de la guerre d'Algérie, s'il n'était pas devenu ce délinquant, je crois qu'il serait devenu quelqu'un d'aussi célèbre, mais dans le bien, dans le bon. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue.
Nous recevons Grégoire Collard pour 2 ouvrages sortis l'année dernière et à Saint-Adé. France Gall, Le destin d'une star, courage. Oui. Et Pascal, pour Pascal Sevran. Ouais. C'est quelqu'un que vous avez longtemps croisé, avec qui vous avez beaucoup Plus que travaillé. croisé, on avait vraiment des rapports d'amitié et de confidence. J'étais son confident, il était le mien, et j'étais un peu son miroir aussi, quand il a commencé à faire la télévision en 1981. Alors, comme on était très copains, il me disait, mais est-ce que je ne parle pas trop? Est-ce que je ne fais pas trop de gestes? Est-ce que je ne suis pas trop blond? Parce qu'il n'était pas vraiment blond. Et est-ce que je suis bien? Parce qu'il avait des complexes physiques et il aurait aimé être Brad Pitt ou George Clooney, même si Brad Pitt à cette époque-là était encore un bébé, mais enfin bon. Et en tout cas, il n'était pas forcément content de son physique, donc il avait besoin de savoir s'il pouvait bien passer à l'image. Dominique Lozac dit « Nous nous sommes aimés, nous nous sommes haïs, nous nous sommes réconciliés, nous sommes enfin jamais devenus amis ». C'est la personne avec qui vous avez écrit ce livre. Pascal Sevran, c'était ça, c'était un homme un peu excessif, il aimait beaucoup, il haïssait beaucoup. Il aurait voulu aimer beaucoup et surtout être très aimé, suite à ce que je disais par rapport à son physique, mais même par rapport à lui-même. Il avait surtout peur, il avait une sensation d'abandon, la peur de l'abandon, mais incroyable. Pour aimer quelqu'un, et Dominique Lozac, le co-auteur, était son premier amour, avant le fameux Stéphane dont Pascal Sevran a parlé dans ses journaux ensuite. Et pour aimer, Pascal Sevran avait besoin de posséder la personne, c'est-à-dire de la faire travailler dans son entourage, en face de lui, dans le bureau en face du sien, de l'entendre téléphoner, de le garder à dîner, de le garder la nuit et de petit déjeuner. Enfin, c'était... C'est bien le sentiment que l'on a, c'est quelqu'un d'un peu excessif. Excessif. Possessif. Oui, mais c'était de l'amour en même temps, mais de l'amour là étouffant. Et évidemment, la personne, au bout d'un certain temps, va voir ailleurs si elle peut respirer. Et d'ailleurs, Stéphane, je révèle que Stéphane, lui aussi, allait partir et allait d'ailleurs épouser une jeune femme. Et puis voilà, je veux dire, Pascal était très malheureux en amour, il savait mal aimer, je viens de l'expliquer. Et j'ai tenu à faire ce livre parce que ça explique ces débordements qu'il avait, donc cette passion interne pas vraiment exprimée, et puis ces controverses, ces paradoxes et ces emportements publics. Il était très brillant, c'était quelqu'un d'excessivement intelligent, très drôle, et il animait les dîners, il prenait la vedette comme ça. Et un jour, une productrice de télévision de la première chaîne lui a dit « Mais vous êtes incroyable, est-ce que vous aimeriez faire la télévision ?» Et c'est comme ça que ça a démarré, et après, petit à petit. Et d'ailleurs, il a créé la Chance aux chansons avec le co-auteur Dominique Lozac. Et ensuite, voilà, la gloire l'a complètement dépassé. Mais je peux vous dire qu'il n'a jamais vraiment aimé ça. Ce qu'il avait envie de faire, c'était vraiment d'écrire. Il a écrit pas mal de livres et avec pas mal de succès. Et son ambition secrète, c'était quand même de faire partie de l'Académie française. Et en même temps, être un sage comme ça, de pouvoir parler aux hommes politiques, on le sait, Mitterrand, Sarkozy, Jacques Lang, Bertrand Delanoë, leur donner des conseils, être écouté. Il aurait vraiment aimé vieillir comme ça et être respecté pour ce qu'il écrivait dans ses livres. Et malheureusement, pour son travail, pour son œuvre. Et il était très meurtri quand un de ses livres a été mal cité par rapport au racisme et que finalement, son écriture lui a fait beaucoup de mal. France Gall. France Gall. Comment va France Gall? Elle est tranquille. Vous savez, elle a commencé à 16 ans, forcée un peu par son père à monter sur scène. Donc, elle en voulait à sa famille puis à son père de ne pas pouvoir se promener comme toutes les jeunes filles à 16, 17 ans, 18 ans, avec un garçon dans la rue. Elle était trop star dès le départ, l'Eurovision, les chansons de Gainsbourg. Et donc, puis elle rêvait que d'une chose, même à 17 ans, 18 ans, au lieu de faire de la scène et de chanter des chansons qu'elle n'aimait pas, comme Sacré Charlemagne, elle détestait. Elle aurait voulu fonder une famille, avoir des enfants et puis avoir un mari. Elle a connu Claude François, qui n'a pas voulu l'épouser et qui ne lui a pas donné d'enfant. Il lui a donné un chien. Il lui a donné une chanson? Un chien. Un chien aussi. D'abord, un canif. D'accord. Puis après une chanson quand elle l'a quitté. Après, elle a connu Julien Clerc, 5 ans. Elle voulait 3 enfants, il lui a donné 3 chiens et une chanson. Souffrir par toi n'est pas souffrir. Puis après, elle a rencontré Michel Berger, qui a dit oui pour les enfants. Et elle, là, elle s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Puis finalement,
miracle de la nature, pas de la médecine, elle a réussi à avoir 2 enfants. Elle a perdu sa fille, elle a perdu son mari, elle a failli perdre son fils. Bon, maintenant elle est tranquille, elle a plus de 60 ans, elle s'accorde voilà, le droit à vivre sa vie, aller au Sénégal, s'occuper de femmes en détresse, en France aussi, à aller à New York où elle a une maison, au Québec où elle a une maison, en France, au Sénégal, partout, et de pouvoir voilà, vieillir tranquille sans qu'elle soit obligée de cacher une ride ou de se faire opérer, de pouvoir manger sans qu'on dise « Ah, France Gall, elle a grossi ou elle a vieilli » ou tout ça. C'est son droit au bonheur, non? Une forme de liberté acquise aujourd'hui. Et elle s'accorde le droit aussi à l'amour, ce qui est quand même pas mal. Sans être dans les pages people. Ah, surtout pas. Ça, c'est fini pour elle. Elle a beaucoup souffert hein, d'être médiatisée pour ses histoires d'amour, mais aussi quand elle a perdu ses êtres chers, bien sûr. Jean-Louis Debré sur le plateau de Télémiroir, bienvenue. Merci d'être avec nous, merci d'avoir profité de votre venue sur ce festival de la biographie. Vous êtes ici à Nîmes pour 2 ouvrages. Le premier est un roman, Quand les brochets font courir les carpes. Et puis le deuxième, c'est plus dans la tonalité de ce festival, c'est une série, une suite de biographies courtes sur les oubliés de la République. Alors, on connaît votre parcours d'homme politique, vous êtes actuellement pratiquement au sommet de l'État, d'une certaine manière, avec le Conseil constitutionnel. Vous avez déjà été au sommet de l'Assemblée. Donc vous avez fréquenté les sommets, ce qui vous a peut-être donné l'idée de vous pencher justement sur ces personnes qui ont été très présentes dans la vie politique à certains moments et qu'on a un peu oubliées. D'abord, je suis à Nîmes parce que j'aime Nîmes et que ce n'est pas la première fois, que c'est une très belle ville. Bon, c'est important. Ah, une petite flatterie, ça nous fait plaisir. Non, mais ça me fait plaisir aussi de temps en temps. Deuxièmement, parce que j'ai écrit 2 livres, je pense que l'écriture est un complément parfait de l'action politique, puisque la politique est devenue un métier du spectacle. Maintenant, je suis au Conseil constitutionnel. Alors, 2 livres. Un, Quand les brochets font courir la carpe, c'est une phrase mystérieuse de Talleyrand. Talleyrand disait... j'aurais dit Audiard ou Dard. Ah, vous voyez. Talleyrand disait la politique est un étang où les brochets font courir les carpes, où derrière ceux que l'on voit, il y a des prédateurs. C'est ça l'histoire de ce roman, c'est l'histoire d'une jeune femme qui rentre en politique, qui passe de gauche à droite. Ça n'a rien à voir avec l'actualité. Non. Elle épouse quelqu'un d'important? Non, pardon. Ça n'a rien à voir avec l'actualité. Elle passe de gauche à droite, mais elle a ses anciens amis qui lui font faire un certain nombre de choses. Et puis l'autre, c'est Les oubliés de la République, et qui... est un livre que je voulais écrire depuis longtemps. Parce qu'on connaît De Gaulle... Pourquoi? Vous avez peur d'être oublié, vous, peut-être? Non, pas du tout. Moi, j'appartiens à une famille, il y a déjà des gens qui n'ont pas été oubliés. Donc moi, pourvu qu'on m'oublie un peu, ça fera du bien. Et surtout quand je me promène à Nîmes. De toute façon, on n'oubliera pas les Debré, quoi qu'il en soit. C'est pas ça. Ce qui est très frappant quand on regarde l'histoire de France, on se souvient de Jaurès, de Gaulle, de Mitterrand, de Jeanne d'Arc, de Louis XIV... Et on oublie tous ceux qui pourtant ont joué un rôle important et qui ne font pas la une de l'actualité. Je voudrais prendre un exemple. Il y a un palais de justice à Nîmes. Il y a les avocates. Il y a les avocates. Oui. Eh bien, il y a quelques années, il y a une femme tout à fait exceptionnelle, Jeanne Chauvin, qui s'est battue contre tout le monde, parce qu'elle voulait devenir avocat. Et on expliquait que le métier d'avocat était un métier trop difficile pour le confier aux femmes. Elle s'est battue. Elle a obtenu une loi pour permettre aux avocates de rentrer dans les palais de justice. Attention, nous recevons le président de ce festival. Il est président pour encore quelques heures. On est toujours président de quelque chose, paraît-il, en France. Vous aurez été au moins président de ça pendant ces 3 jours. Bernard Werber, merci d'être avec nous. Vous nous proposez des paradis sur mesure et 17 possibilités de futur. Et parmi ces 17, pardonnez-moi, j'ai regardé la dernière page et la première, mais je me suis arrêté au milieu.
paragraphe, conte numéro 7, un monde où il n'y a plus que des femmes. Je pourrais être le dernier homme. Probablement. En tout cas, c'est sûr que l'humanité va vers une féminisation biologique. Pourquoi ? Parce que les hommes se transforment en femmes ou ils disparaissent? Pas du tout, parce que les spermatozoïdes transportant les gamètes masculines sont de plus en plus fragiles. C'est aussi simple que ça. Alors il y a deux C'est le courants. scientifique qui parle là? Oui, l'ancien journaliste scientifique, en effet, j'avais mené des enquêtes là-dessus, et je dirais sur un millénaire, il y aura évidemment de plus en plus de femmes. Par contre, il y a un phénomène actuellement, c'est que les pays comme la Chine et l'Inde, tuant systématiquement les filles qu'ils repèrent à l'échographie, la poussée féminine est arrêtée par les traditions et la bêtise masculine, on va dire ça. Donc malgré tout, l'enjeu... Il manque de femmes là-bas, il serait deux hommes pour une femme. Voilà. Mais dans ma nouvelle, j'imagine qu'on transcende cette bêtise et qu'on arrive naturellement vers là où on doit aller. Là où on doit aller, c'est une société féminine. Et dans cette nouvelle... Cette société féminine, on parle tricot, cuisine? Dans cette société féminine, on parle de légende. Et il y a une légende qui est que jadis, il y avait des hommes sur Terre. Et donc toutes ces femmes se disent... Est-ce que vous croyez, comme il y en a qui croient qu'il y avait des géants sur Terre, ou comme il y en a qui croient qu'il y a eu des extraterrestres sur Terre, est-ce que vous croyez que jadis, il y avait des hommes sur Terre? Elles essaient d'imaginer ce que pouvaient être les hommes. C'est une nouvelle qui est assez importante, que je compte développer peut-être en plus grand, parce que j'ai vu que le public l'aimait tout particulièrement. Et dans Demain les femmes, je raconte comment les femmes vont non seulement prendre le pouvoir, mais vont aussi muter pour devenir ovipares. C'est-à-dire qu'elles vont se mettre à pondre des œufs. Et ça a l'air complètement délirant, mais il faut savoir qu'il y a des espèces vivipares, notamment de lézards, qui sont devenues ovipares, et ça leur a permis de résister, par exemple, à des intempéries. Et nous, si nous avions une guerre mondiale, si nous mettions à pondre des œufs, nous ferions des œufs capables de résister aux radiations. C'est un peu l'idée qui est développée dedans, mais moi je m'amuse à pousser des idées scientifiques beaucoup plus loin que l'habitude, on va dire. Que se passerait-il si, c'est donc le point de départ de ce livre. Alors on a parlé de ce chapitre 7 avec ce monde entièrement féminin. Qu'est-ce que vous avez imaginé d'autre? Un monde où on tue tous les pollueurs. Depuis le temps qu'on dit que c'est pas bien de polluer et qu'on ferait mieux de faire attention où on met ses ordures, j'ai imaginé une sorte de gouvernement mondial qui décide maintenant si vous vous mettez à utiliser un moteur, à faire de la fumée, à utiliser de l'électricité, eh bien on vous tue. Et dans ce monde-là, les voitures normales sont remplacées par des voitures à pédales. Et plutôt que des SMS, on s'envoie des moineaux. Et tout ce monde fonctionne parfaitement, sans faire de fumée, sans faire de pollution. Maintenant, c'est un monde un peu plus dur, mais qui ressemble au nôtre en tout point, dans lequel il faut être un peu sportif. Parce que quand vous prenez l'avion, c'est-à-dire que vous allez pédaler dans l'avion pour faire tourner les hélices. Et tout ce qu'on fait se fait à la force du muscle. Il y a aussi un monde où... Il y a un monde sans hommes, un monde sans moteur, d'accord, après. Alors c'est un monde sans toujours quelque chose. Vous n'avez pas imaginé des mondes avec quelque chose? Si, j'ai imaginé un monde avec une sexualité différente, où nous produisons du pollen et nous utilisons des papillons pour faire le lien entre les hommes et les femmes. Non mais je me suis amusé à réfléchir autrement sur le futur de l'humanité et en même temps à réfléchir sur les dangers et les espoirs d'une humanité meilleure, car je crois qu'il faut inventer maintenant une humanité meilleure pour que cette humanité meilleure puisse exister un jour. Et c'est un travail d'imaginaire au final. Si nous imaginons qu'on va que vers une guerre mondiale et des drames écologiques sans penser à des solutions, nous allons nous prendre ces problèmes direct dans la figure. Il y a des choses que l'on ne peut pas dire. Enfin, chacun a sa conception et son éthique. Moi, je considère qu'il y a des choses, lorsqu'on a, au niveau de l'État, participé à certaines choses, qu'on n'a pas à le dire. Voilà. Mais c'est très limité. C'est très limité. Vous lâchez beaucoup de choses et puis il y a des choses sous-entendues ou en tout cas que l'on comprend dans la description que vous faites de certaines personnes, certains personnages. Il y a plusieurs personnages, bien sûr, dans cette période-là. J'ai envie de vous parler d'un premier, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est toute votre vie, Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est un homme exceptionnel, avec un charisme que tout le monde connaît, un contact humain que peu de gens ont égalé. Mais dans le même temps, c'est aussi autre chose. Jacques Chirac, vous parlez de pusillanimité. Oui, parce que le Jacques Chirac que j'ai connu, que j'ai décidé avec 2 ou 3 autres
de hisser sur le pavois et d'en faire le nouveau leader du mouvement gaulliste. C'était un homme extrêmement combatif, volontaire, etc. Et puis, les choses ont changé. Je pense, sous l'influence d'un certain nombre de gens qui lui ont fait croire, ou qui lui ont indiqué que s'il voulait arriver aux fonctions suprêmes, il fallait qu'il se centrise un peu, qu'il ait un discours un peu plus nuancé, qu'il soit plus européiste, etc. Ça s'est donc passé à Saint-Raphaël le 15 août 1994, c'était le 50e anniversaire du débarquement des Alliés en Provence. François Mitterrand était venu pour présider les cérémonies et manifestement, on savait qu'il était malade, mais là, manifestement, il n'était pas bien du tout. Balladur lui a demandé de présider le Conseil de sécurité intérieure puisque les principaux ministres étaient là. Il y a eu un certain nombre de mesures arrêtées, notamment concernant le Kosovo. Puis Mitterrand a pris un hélicoptère et est reparti parce que manifestement, il souffrait trop. Et il a dit au Premier ministre, je vous laisse le soin de continuer, de représenter la France, etc. Et l'après-midi, il y avait une conférence de presse de prévue. Ça s'est très bien présenté, très bien engagé. Et puis à un moment donné, pour présenter les résultats du Conseil de sécurité intérieure, je ne sais pas pourquoi, mais manifestement, Balladur a totalement oublié Mitterrand. Et a dit, comme si c'était lui qui avait tout décidé, etc. À la minute même où ça s'est passé, je me suis dit, ça, c'est une chose que nous allons payer. Et effectivement, ça n'a pas tardé. Alors, sœur Emmanuelle est née dans une famille bourgeoise à Bruxelles. Et très vite, je crois aussi après la mort de son père brutal qui s'est noyé devant elle, ça l'a choquée. En même temps, comme sa mère lui disait que son père était près de Jésus et qu'elle avait déjà la foi et dans un milieu très croyant, elle a choisi d'être religieuse. Alors elle a choisi d'être religieuse, je pense, parce qu'elle avait la foi, parce qu'elle voulait fuir ce milieu bourgeois, qu'elle ne voulait pas se marier, avoir des enfants, et qu'elle avait vraiment, vraiment la préoccupation des pauvres et de l'injustice. Vous la titillez beaucoup là-dessus, d'ailleurs, elle est agacée, alors c'est ce que vous rendez dans ce livre avec Jacques Duquesne, mais vous dites, mais arrêtez, elle vous dit des fois, mais arrêtez, pourquoi vous insistez tellement? Vous insistez sur son renoncement, elle a renoncé à l'amour humain, elle a renoncé à l'amour charnel, et elle vous dit, mais non, mais moi j'ai préféré l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Oui, parce que je lui dis, et je ne suis pas psychanalyste, et ça, mais en aparté, à un moment donné, elle m'a dit que j'avais pas tort. Je lui ai dit c'est une forme de fuite. Elle a choisi une voie difficile, mais par ailleurs qui la mettait à l'abri des relations humaines classiques, un mari, une femme, elle s'est protégée. D'une certaine façon. Et puis derrière, elle a pris des risques énormes. Donc, voilà, c'est paradoxal. C'est très paradoxal. Elle n'a pas voulu souffrir ou vivre comme un être humain classique. Alors, sachant aussi, elle vous le rappelle, elle aurait eu 100 ans il y a quelques mois, ça veut dire qu'à son époque, être femme comme on l'entend, ça veut dire être mère, ça veut dire être épouse, ça veut dire rester à la maison, s'occuper des enfants. C'est ça, c'est-à-dire que c'était une femme charismatique. On est tous des êtres humains, puis il y a des gens qui sortent du lot. Moi, je pense qu'elle aurait pu être une grande aventurière, une femme politique extraordinaire, une businesswoman extraordinaire. Elle avait la force et le charisme, que j'ai trouvé extraordinairement positif et magnifique. C'est qu'en fait, cette femme a 60 ans, 62 ans. Elle a fait un parcours, elle a fait une vie, elle a été religieuse, enseignante. Au moment où les gens prennent leur retraite, en tout cas, c'est ce qu'ils réclament souvent. Et que les femmes vont faire du botox, elle riait de tout ça. Eh bien, elle constate qu'elle n'a pas été au bout de ce qu'elle voulait de sa vie. Sa vie, c'était s'occuper essentiellement des pauvres. Et grosso modo, pour parler un langage un peu simple, elle fait la malle. Hein. Elle se fait la malle. Elle s'en va. Parce que tout le monde n'était pas d'accord. Elle est en Turquie à ce moment-là, non? C'est ça? Elle a toujours été en Turquie, elle a été en Tunisie.
puis elle est revenue un peu en France, elle a fait d'autres voyages. Je pense que quand elle part, en fait, elle est entre la... On lui propose de s'installer déjà dans sa maison de retraite à Cagnan. Elle a 60 ans, elle est, comme tous les êtres humains, c'est l'âge de la retraite. Elle voit cette magnifique maison de retraite à Cagnan, que je connais très bien, qui est magnifique. Elle dit, c'est pas pour moi, et elle part. Et elle commence une deuxième vie. 20 ans, une deuxième, vraie. Et la vie qu'elle voulait, la vie qu'elle s'était fixée, pour laquelle elle était faite. Et je dois dire, si on me disait, est-ce que vous avez rencontré un jour dans votre vie quelqu'un d'heureux, qui a achevé son parcours, qui a donné du sens à sa vie, elle, oui. Elle avait fait ce qu'elle vous a apporté, c'est ce qu'elle vous a appris? Oui, ce qu'elle m'a appris, elle m'a dit une fois, et je crois qu'on le dit là, ou d'autres l'auront dit, elle était un peu comme Napoléon. Celui qui gagne, c'est celui qui tient 5 minutes de plus que l'autre. Ça, j'en suis convaincue, que quand on est déterminé et qu'on veut quelque chose avec sincérité et foi, on y arrive, et que tant qu'on a la vie, eh bien la vie est formidable, il faut la vivre et pas se dire d'un seul coup, ben, ma vie est derrière moi, c'est fini maintenant, c'est pas du genre à tricoter. Hein. Il reste encore 5 minutes, voire un peu plus, pour faire encore beaucoup de choses. On n'a pas du tout évoqué, bien sûr. Il a sa foi, sa croyance absolue en Dieu, ses doutes, parfois, sur laquelle vous l'interrogez beaucoup, mais elle n'élude pas, cette fois-là, les questions. Elle ne les repousse pas, elle y répond clairement. Donc, beaucoup d'autres choses à découvrir dans ce livre. J'ai 100 ans et je voudrais vous dire, Sœur Emmanuelle avec Annabelle Quérol. Merci encore d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie.